Une montre, brillante même sous une couche de boue. C'est par cet objet que tout a recommencé, le 10 septembre 2024, dans un caniveau de l'avenue de la République à Lyon. Un simple nettoyage de routine des égouts, une tâche banale effectuée des milliers de fois, s'est transformé en l'exhumation d'un secret enfoui depuis près d'une décennie. La montre de luxe, un modèle classique en acier, gisait là, silencieuse, comme si elle attendait patiemment son heure pour refaire surface et briser le silence assourdissant qui avait enveloppé la ville. Son tic-tac était arrêté depuis longtemps, mais le temps qu'elle s'apprêtait à rattraper, allait secouer les fondations mêmes du pouvoir lyonnais. Personne ne pouvait encore imaginer que ce petit mécanisme de précision était sur le point de déclencher un engrenage bien plus vaste et impitoyable. Au dos du boîtier, une gravure fine, presque effacée par les années d'oubli et la corrosion, portait un message d'une intimité poignante. Pour elle, l'avenir t'appartient. Papa. Ces quelques mots, chargés de promesses et d'amour paternel, contrastaient violemment avec la froideur du métal et la saleté du lieu de sa découverte. Qui était ce Aël dont l'avenir avait été si brutalement interrompu? Et qui était ce père dont l'espoir, gravé dans l'acier, avait été jeté aux ordures avec une telle désinvolture? La montre N était plus un simple bijou. Elle était devenue une relique, le fragment d'une vie volée. Un testament murmurant une histoire que tout le monde croyait terminée. C était la première pièce d'un puzzle macabre dont les contours allaient bientôt se redessiner. 8 ans plus tôt, le 14 juillet 2016. La même avenue de la République vibrait sous un tout autre climat. C était le jour de la fête nationale, une journée d'effervescence et de fierté civique. Des milliers de personnes se pressaient le long des trottoirs, agitant des drapeaux tricolores au passage du défilé militaire. Le son des fanfares, le roulement des blindés sur le pavé, les rires des enfants et les applaudissements de la foule créaient une symphonie patriotique. Le soleil de juillet baignait la ville d'une lumière éclatante, une lumière qui semblait chasser toutes les ombres. Ce jour-là, Lyon célébrait la grandeur de la France, inconsciente du drame qui se nouait discrètement dans ses artères les plus prestigieuses. Un drame qui allait la marquer d'une cicatrice indélébile. Au cœur de cette foule se trouvait Adrien Lévesque. À 22 ans, il incarnait la jeunesse dorée et l'avenir politique de la ville. Fils unique du maire de Lal, époque, Alain Lévesque, il était charismatique, intelligent, et portait en lui un sens aigu de la justice qui forçait l'admiration. On le voyait sourire, saluer des connaissances, son visage rayonnant d'une confiance sereine. Depuis la tribune officielle, son père le regardait avec une fierté non dissimulée, voyant en lui non seulement son fils, mais aussi son héritier, celui qui poursuivrait son œuvre. Un regard complice fut échangé entre les deux hommes, un instant suspendu de promesses et de continuité, juste avant que le destin ne fasse basculer leur monde dans les ténèbres. La disparition fut d'une banalité terrifiante, presque invisible. Adrien s'excusa auprès de ses amis, se frayant un chemin à travers la marée humaine, peut-être pour rejoindre quelqu'un, ou simplement pour éloigné un instant de l'agitation. Il portait un costume de été clair, une silhouette élégante, qui se fondit progressivement dans la masse. Personne ne remarqua le moment exact où il cessa être visible. Il n'y eut pas de cri, pas de lutte, pas de signe de panique. Il s'est simplement volatilisé, absorbé par la foule festive, comme une goutte de pluie dans l'océan. La dernière image de lui est celle d'un jeune homme confiant, marchant vers un avenir qui, croyait-il, lui appartenait. Le défilé continua, la musique joua, et la ville célébra, ignorante qu'une vie venait d'être effacée. Les heures qui suivirent furent un lent glissement de l'inquiétude à l'angoisse, puis à la panique pure. Pour Alain Lévesque, la fin des célébrations marqua le début d'un cauchemar. Les appels sur le portable d'Adrien tombaient directement sur la messagerie. Les amis ne l'avaient pas revu. La nuit tomba sur Lyon, transformant l'atmosphère joyeuse de la journée en un décor menaçant. Chaque coin de rue, chaque ruelle sombre devenait une source potentielle de peur. Le maire, l'homme le plus puissant de la ville, se retrouva réduit à l'attal, état de père terrifié, impuissant, face au silence assourdissant de l'absence de son fils unique. La fête nationale venait de prendre pour lui la couleur du deuil, et de l'incertitude la plus totale. Très vite, l'enquête officielle conclut à un enlèvement. L'idée était plausible. Le fils d'une figure politique aussi en vue était une cible de choix. Les médias s'emparèrent de l'affaire, transformant le drame familial en un feuilleton national. Des portraits d'Adrien souriant étaient diffusés en boucle, son visage devenant le symbole d'une tragédie incompréhensible. Pourtant, des éléments cruciaux manquaient. Aucune demande de rançon ne fut jamais formulée. Aucun témoin fiable ne put décrire une scène suspecte. L'enquête piétina, s'enlisant dans des pistes sans issue, comme si une main invisible s'assurait que la vérité reste hors de portée.
L'enlèvement devint la version officielle, une explication simple pour un mystère qui semblait insondable, et qui arrangeait beaucoup de monde. Les années passèrent. 8 longues années de silence. L'affaire Adrien Lévesque fut classée, rejoignant le cimetière des Cold Cases. Pour le public, son nom devint un souvenir lointain, une de ces histoires tristes, qui ponctuent l'actualité avant de sombrer dans l'oubli. Alain Lévesque, brisé par le chagrin et le poids du scandale, perdit les élections suivantes, et se retira de la vie publique, un homme hanté par le fantôme de son fils. La ville de Lyon continua sa route, pansant ses plaies et tournant la page. Mais, pour un père, le temps ne guérit rien, il ne fait que creuser le vide. L'absence d'Adrien était devenue une présence constante, un poison lent, qui avait rongé son âme, jour après jour. Et puis, ce 10 septembre 2024, la montre refait surface. Marc, l'agent de propreté, la nettoie machinalement sur son gant, révélant l'aile, éclat du métal sous la crasse. Il n'a aucune idée de la portée de sa découverte. Il ne voit qu'un bel objet perdu. Mais entre ses mains, il tient le fil d'Ariane, qui mènera hors du labyrinthe de mensonges construit 8 ans plus tôt. Cette montre n'est pas seulement un vestige du passé. Elle est une bombe à retardement qui vient d'être réarmée. Sa découverte dans ce caniveau n'est pas la fin de l'histoire, mais le véritable commencement. Car une vérité, aussi profondément enterrée soit-elle, finit toujours par trouver un chemin vers la lumière, prête à tout détruire sur son passage. Alain Lévesque, 65 ans, vit comme un fantôme dans sa propre maison. Chaque objet, chaque recoin de la grande demeure bourgeoise de la Croix-Rousse, est un mémorial silencieux, à son fils disparu. La poussière s'est accumulée sur les cadres photos, figeant des sourires qui appartiennent à une autre vie, un autre monde. 8 années de silence ont transformé l'ancien maire de Lyon en une ombre, un homme brisé par une incertitude plus corrosive que n'importe quelle vérité. La sonnerie stridente du téléphone fixe déchire le calme oppressant de l'après-midi. Le son est une intrusion, une violence. Alain sursaute, le cœur battant la chamade. Depuis des années il redoute cet appel autant qu'il l'espère. Un mélange paradoxal de terreur, et d'une lueur d'espoir presque éteinte. Il hésite, la main suspendue au-dessus du combiné. D'un geste las, presque mécanique, il décroche. Allô ? Sa voix est rauque, usée par le manque d'usage. À l'autre bout du fil, une voix de femme, posée, professionnelle, mais empreinte d'une prudence palpable. Monsieur Lévesque ? Ici le commandant Sophie Lambert, de la brigade criminelle. Le nom et le titre suffisent à glacer le sang d'Alain. La police. Combien de fois a-t-il entendu ces mots, au cours des premiers mois ? Des centaines. Chaque appel était une nouvelle piste, une nouvelle déception, une nouvelle fissure dans son âme. Il serait dit, s'attendant à une énième formalité administrative, une question sur le dossier classé, une piqûre de rappel de son échec en tant que père et en tant qu'homme public. Mais il y a quelque chose de différent dans le ton de cette femme, une gravité qui ranime une vieille angoisse. Le commandant Lambert choisit ses mots avec une précision chirurgicale. Elle parle d'une découverte fortuite, faite le matin même par les services de la propreté de la ville. Un détail qui, dit-elle, pourrait être lié à l'affaire de 2016. Elle mentionne l'avenue de la République, le lieu maudit, le point de départ de son cauchemar. Le cerveau d'Alain refuse d'abord de traiter l'information. Il a construit des murailles si hautes autour de sa douleur, qu'il est devenu presque imperméable à l'espoir. Il a entendu des témoignages farfelus, des théories du complot, des confessions de déséquilibrés. Il se prépare à l'inévitable déception, à raccrocher et à retourner à sa torpeur, à son dialogue silencieux avec les fantômes de son passé. Il écoute sans vraiment entendre, un mécanisme de défense affûté par des années de souffrance. Nous avons retrouvé un objet, monsieur. Une montre bracelet pour homme. Ces quelques mots percent sa carapace. Une montre. Alain retient son souffle. Le monde autour de lui semble s'effacer. Les contours des meubles se brouillent. Le tic-tac de la vieille horloge du salon devient assourdissant. Sa main, celle qui tient le combiné contre son oreille, commence à trembler. D'abord un léger frémissement, puis une secousse incontrôlable qui se propage à tout son bras. Il serre les dents, essayant de maîtriser cette réaction physique qui le trahit, qui expose la fragilité de son armure. Une montre. Il n'y avait qu'une seule montre qui comptait, une seule qui pouvait avoir une quelconque signification après tout ce temps. Il n'ose pas poser la question, terrifié par la réponse qu'il pourrait recevoir. Comme si elle pouvait lire dans ses pensées, le commandant Lambert poursuit, sa voix se faisant plus douce. Il y a une gravure au dos du boîtier. Je vais vous la lire. Pour A.L., l'avenir t'appartient. Papa. L'impact est brutal, viscéral. C'est comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Les mots, ses propres mots gravés dans l'acier,
résonne dans son crâne avec la force d'une détonation. Il lâche le téléphone, qui tombe avec un bruit sourd sur le tapis épais. Il s'effondre dans le fauteuil en cuir usé, où il passe ses journées, le souffle coupé, les yeux grands ouverts fixant un point invisible. Ce n'est pas n'importe quelle montre. C'est elle la montre. Le cadeau pour ses 22 ans, pour son diplôme. Le symbole de toutes les promesses, de tous les rêves anéantis ce funeste 14 juillet. Le passé déferle sans crier gare, une vague violente et incontrôlable. Il revoit le visage d'Adrien, illuminé de joie et de fierté en découvrant le cadeau. Il sent encore le poids de la montre dans sa paume avant de la lui tendre, ce poids qui symbolisait la transmission, la continuité. L'avenir t'appartient. Quelle ironie cruelle. Quelle blague macabre. Cet avenir, gravé avec tant d'amour et d'espoir, avait fini dans la fange d'un caniveau. Tout comme ses propres espoirs de père. La mémoire si longtemps réprimée, revient avec une clarté insoutenable. Le rire de son fils, Lol, éclat dans ses yeux, la chaleur de leur dernière étreinte avant le défilé. Chaque souvenir est une lame qui s'enfonce un peu plus profondément dans une plaie jamais refermée. Le choc initial se dissipe pour laisser place à un chaos d'émotions contradictoires. Une lueur d'espoir, qu'il croyait morte et enterrée depuis longtemps, renaît de ses cendres. C'est une sensation presque douloureuse, comme un membre endormi qui reprend vie. Mais cet espoir est immédiatement assailli par une terreur glaciale. Pendant 8 ans, le mot enlèvement avait entretenu un flou, une possibilité infime, aussi irrationnelle soit-elle, qu'Adrien puisse être encore en vie quelque part. Une montre retrouvée dans un égout, après tant d'années, ne raconte pas une histoire d'enlèvement. Elle murmure une histoire de violence, de fin brutale, de corps jetés. La vérité, si elle se révèle, pourrait être bien plus monstrueuse que l'incertitude qui l'a rongée pendant près d'une décennie. Son esprit, engourdi par des années de deuil passif, s'emballe. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette montre refait-elle surface après 8 ans de silence absolu? Ce n'est pas un hasard. Quelque chose a bougé. Quelqu'un a fait une erreur. L'histoire officielle d'un enlèvement sans rançon n'a jamais eu de sens pour lui. Il a toujours su, au plus profond de ses entrailles, qu'on lui mentait. Que l'enquête avait été bâclée, délibérément orientée vers une impasse pour protéger des intérêts qu'il ne pouvait qu'imaginer. Cette montre n'est pas seulement un souvenir de son fils. C'est une preuve. C'est la première pierre qu'il peut lancer contre la forteresse de mensonges qui a été érigée sur la tombe présumée de son enfant. C'est le début de sa propre enquête. Une sueur froide perle sur son front tandis qu'une nausée lui tord les entrailles. Il se sent vidé, épuisé par le choc, mais paradoxalement, une énergie nouvelle, féroce, commence à gronder en lui. C'est une colère pure, une fureur longtemps contenue, qui trouve enfin un exutoire. La léthargie qui l'enveloppait comme un linceul depuis la disparition d'Adrien, commence à se déchirer. Il n'est plus seulement un père en deuil, une figure politique déchue et pathétique. Il redevient un combattant. La découverte de cette montre a réarmé son âme. Il ne s'agit plus seulement de pleurer son fils, mais de le venger, de restaurer son honneur et de faire payer ceux qui lui ont tout pris. La douleur se mue en une détermination de fer. Il se penche et ramasse le combiné. Sa main ne tremble plus. Le commandant Lambert est toujours en ligne, silencieuse, respectueuse, attendant qu'il reprenne ses esprits. Quand Alain parle, sa voix a changé. Elle n'est plus celle d'un vieil homme brisé, mais celle d'un adversaire redoutable. Où est-elle? Je veux voir cette montre. Maintenant. Ce n'est pas une question, c'est un ordre. L'ancien maire, l'homme de pouvoir, celui qui commandait et qui était obéi, vient de ressurgir des profondeurs de son chagrin. Il ne subira plus les événements. Il va les provoquer. Il va forcer les portes, briser les silences, et déterrer chaque secret, aussi sale soit-il. La quête de justice vient de trouver son champion le plus implacable. Raccrochant sans attendre de réponse, Alain se lève et marche d'un pas sûr vers la cheminée. Son regard se pose sur le dernier portrait d'Adrien, pris quelques semaines avant sa disparition. Le jeune homme y est rayonnant, le regard plein de cette confiance, et de cette soif de justice qu'il tenait de son père. Dans le silence de la pièce, Alain lui fait une promesse muette. Il ne se reposera pas tant que la vérité n'aura pas éclaté. Il dédiera chaque seconde de vie qui lui reste à retrouver les assassins de son fils, et ceux qui ont orchestré cette mascarade. Cette montre, sortie des ténèbres, n'est pas un point final. C'est le signal du début de la guerre. Et Alain Lévesque est prêt à la mener, quel qu'en soit le prix. L'avenir n'appartenait peut-être plus à Adrien, mais le passé appartenait désormais à sa justice. Lyon, en 2016,
était une ville qui respirait l'ambition et la prospérité sous le mandat de son maire, Alain Lévesque. Homme de pouvoir charismatique et respecté, il avait sculpté la métropole à son image, moderne, dynamique, et tournée vers l'avenir. Les grands projets d'urbanisme se multipliaient, les grues redessinaient l'horizon, et la confiance régnait dans les cercles économiques et politiques. Pour beaucoup, Alain Lévesque incarnait la stabilité et la vision. Il était au sommet de sa carrière, son influence semblant inébranlable. Au cœur de cette réussite se trouvait une fierté plus personnelle, plus profonde, son fils unique, Adrien, qu'il voyait non seulement comme son héritier de sang, mais aussi comme le continuateur naturel de son œuvre politique. La ville et la famille semblaient promises à un avenir radieux, une ligne droite tracée vers le succès et la reconnaissance. Adrien Lévesque, N, n'était pas simplement le fils du maire. À 22 ans, fraîchement diplômé en droit public, il possédait une aura qui lui était propre. Brillant, articulé, et doté d'un idéalisme rafraîchissant, il captivait tous ceux qu'il rencontrait. Contrairement à de nombreux héritiers, il ne se contentait pas de jouir des privilèges de sa position. Il était animé par une soif de justice sincère, une volonté farouche de servir le bien public. Il passait ses week-ends dans des associations de quartier, écoutait les doléances des citoyens avec une attention rare, et croyait fermement que la politique pouvait être un instrument de changement positif. Pour la jeunesse lyonnaise, il était un modèle, un espoir. Pour son père, il était la confirmation que le nom Lévesque continuerait de résonner avec honneur et intégrité pour les décennies à venir. La relation qui unissait Alain et Adrien transcendait les liens familiaux traditionnels. Était un mélange complexe de fierté paternelle, de mentorat politique et d'admiration mutuelle. Alain voyait en son fils une version améliorée de lui-même, moins cynique et plus audacieuse. Il l'avait initié très tôt au rouage du pouvoir, non pas pour le corrompre, mais pour le préparer. Le cadeau de la montre pour son diplôme était lourd de symboles. Ce N n'était pas un simple objet de luxe, mais un passage de témoin, une investiture. Chaque discussion entre eux était une leçon, chaque conseil, un investissement pour l'avenir. Ils partageaient la même vision, le même amour pour Lyon. Leur complicité était palpable, une force tranquille qui semblait pouvoir surmonter tous les obstacles que la vie politique ne manquerait pas de leur présenter. Dans l'ombre de cette dynastie en apparence parfaite, Étienne Martel rongeait son frein. Conseiller municipal de l'opposition, il était l'antithèse d'Alain Lévesque. Là où le maire prônait une politique de consensus et de grands projets, Martel cultivait une rhétorique populiste, dénonçant les élites, et se posant en défenseur des petites gens. Était un homme politique habile, calculateur, qui avait su tisser un réseau d'influence puissant dans les milieux d'affaires, notamment auprès de promoteurs immobiliers avides de contrats publics. Sa frustration de rester éternellement dans l'ombre des Lévesque était muée en une ambition féroce et sans scrupules. Il attendait son heure, guettant la moindre fissure dans l'armure de son rival, prêt à exploiter n'importe quelle faiblesse pour enfin s'emparer du pouvoir qu'il convoitait tant. Loin des arènes politiques, la vie d'Adrien était ancrée dans sa relation avec Hélène. Jeune étudiante en histoire de l'art, elle était son refuge, son équilibre. Leur amour était une évidence, une bulle de normalité dans un quotidien rythmé par les obligations publiques. Hélène était la seule à voir au-delà du personnage public, à connaître ses doutes et ses rêves les plus intimes. Depuis quelques semaines, cependant, elle le sentait différent, plus secret. Il parlait par allusion d'une enquête personnelle, d'une affaire plus grosse que tout qu'il était sur le point de révéler. Il lui avait promis de tout lui expliquer après le 14 juillet, lui assurant que cela allait nettoyer la ville. Inquiète mais confiante, elle n'avait pas insisté, attribuant sa tension à l'excitation d'un jeune homme brillant sur le point de faire ses preuves. Ce 14 juillet 2016 s'annonçait comme une journée de célébration parfaite. Un soleil radieux inondait Lyon, faisant scintiller les eaux du Rhône et de la Saône. L'avenue de la République, artère névralgique de la ville, était noire de monde. Des familles, des touristes, des vétérans, tous étaient rassemblés dans une ferveur patriotique. Les drapeaux tricolores claquaient au vent, les fanfares militaires jouaient des airs martiaux, et le défilé des troupes était accueilli par des applaudissements nourris. L'atmosphère était à la fête, à l'unité nationale. Personne ne pouvait imaginer que cette scène de communion civique, symbole de l'ordre et de la sécurité, allait devenir le théâtre d'une disparition brutale, un décor parfait pour dissimuler un crime odieux, dans l'anonymat d'une foule immense et joyeuse. Ce que Hélène ignorait, et que même son père ne soupçonnait pas, était la nature explosive de la découverte d'Adrien. Lors d'un stage récent dans un cabinet d'avocats spécialisé en urbanisme, il était tombé, par un hasard presque invraisemblable, sur des documents confidentiels. Ces papiers détaillaient un système de corruption d'une ampleur inédite à Lyon, des terrains non constructibles,
racheté pour une bouchée de pain via des sociétés écrans, était ensuite rendu constructible par des modifications de plans locaux d'urbanisme, générant des plus-values colossales. Au cœur de cette toile d'araignée se trouvait un nom, revenant sans cesse. Étienne Martel. Adrien avait passé des semaines à recouper les informations, à assembler les pièces du puzzle. Il tenait une bombe, et il était déterminé à la faire exploser publiquement. Le moment fatidique approchait. Adrien se tenait près de la tribune officielle, échangeant un dernier sourire complice avec son père, qui le regardait défiler avec une fierté immense. La montre à son poignet brillait sous le soleil de juillet. Il se pencha vers Hélène, l'embrassa, et lui murmura qu'il devait s'absenter quelques minutes pour un « rendez-vous important », et qu'il la rejoindrait pour le feu d'artifice. Sa démarche était assurée, celle d'un homme qui sait qu'il est sur le point d'accomplir son destin. Il s'enfonça dans la foule dense, une silhouette élégante se frayant un chemin. Personne ne prêta attention à sa direction. Il se dirigeait vers une confrontation qu'il croyait maîtriser, armé de sa seule conviction et de la vérité, tragiquement inconscient que ses adversaires n'avaient aucune intention de jouer selon les règles. Le secret qu'Adrien portait en lui était devenu un fardeau aussi lourd qu'exaltant. Dans son petit appartement étudiant près de la place des terreaux, une clé USB, dissimulée dans un livre de droit constitutionnel, contenait des scans de documents explosifs, des actes notariés, des relevés bancaires, des plans d'urbanisme modifiés en catimini. Chaque fichier était une pièce du puzzle, la preuve irréfutable d'un système de corruption qui gangrenait les fondations mêmes de la ville que son père avait bâtie. Il ne dormait plus beaucoup, animé par une fièvre mêlée de peur et d'une certitude absolue. Il se sentait investi d'une mission, celle de nettoyer les écuries d'Augias. Il était sur le point de révéler la vérité, convaincu que la justice était une force inarrêtable, ignorant encore que ses adversaires ne jouaient pas avec les mêmes règles. De l'autre côté de la ville, dans les couloirs feutrés de l'hôtel de ville, Étienne Martel sentait le vent tourner. Il avait appris, par un de ses informateurs, que le fils du maire Fouinet posait les mauvaises questions aux mauvaises personnes. L'arrogance juvénile d'Adrien était, à ses yeux, une provocation intolérable. Martel avait patiemment construit son réseau, sa fortune et son pouvoir, sur des arrangements discrets et des alliances de l'ombre. Il ne pouvait pas laisser un jeune idéaliste, aussi bien né soit-il, détruire en quelques semaines ce qu'il avait mis des années à bâtir. La disparition de ce garçon ne serait pas seulement une solution à un problème immédiat, ce serait un message, une démonstration de force. Et surtout, ce serait l'arme qui briserait politiquement son éternel rival, Alain Lévesque, le laissant seul maître du jeu. Le mécanisme de la fraude était d'une simplicité diabolique. Des terrains industriels en friche ou des parcelles agricoles en périphérie de Lyon, classées non constructibles, étaient rachetés à bas prix par des sociétés écrans basées à Pelle, étrangers. Quelques mois plus tard, grâce à des amendements discrets au plan local d'urbanisme, votés en commission avec le soutien des alliés de Martel, ces mêmes terrains devenaient soudainement constructibles. Leur valeur explosait, multipliée par 10, par 20. Les promoteurs immobiliers, complices du système, pouvaient alors lancer de vastes projets, reversant une part substantielle des profits, sous forme de commissions occultes. Adrien avait réussi à remonter toute la filière, des prête-noms aux comptes bancaires suisses, jusqu'au sommet de la pyramide, Étienne Martel lui-même. Adrien pensait avoir une longueur d'avance. Il avait été contacté par un prétendu « lanceur d'alerte », un comptable terrifié qui affirmait vouloir tout déballer. Un rendez-vous avait été fixé pour l'après-midi du 14 juillet, dans le chaos du défilé, un lieu jugé parfait pour un échange discret de documents finaux. Adrien, dans sa confiance, y voyait la confirmation qu'il avait raison, que le système de Martel était en train de s'effondrer de l'intérieur. Il se préparait à une confrontation verbale, à un coup de maître journalistique et politique. Il n'a jamais imaginé un seul instant qu'il ne se rendait pas à un rendez-vous pour recevoir des informations, mais à une exécution. Le lanceur d'alerte n'existait pas, était un appât, et il venait de le mordre à pleines dents. Ce matin du 14 juillet, la demeure des Lévesque baignait dans une lumière sereine. Le petit déjeuner sur la terrasse fut un de ces moments familiaux précieux, suspendus hors du temps. Alain, détendu, parlait des célébrations à venir, de la fierté qu'il ressentait pour la ville, et, plus encore, pour son fils qui s'apprêtait à embrasser une carrière si prometteuse. Il remarqua bien la lueur intense, presque fiévreuse, dans le regard d'Adrien, mais il l'attribua à l'enthousiasme de la jeunesse. Ils parlèrent d'avenir, de projets, de vacances. Alain ne pouvait deviner que l'assurance de son fils N n'était pas celle d'un jeune homme face à un futur radieux, mais celle d'un soldat partant pour une bataille qu'il croyait déjà gagnée. Chaque mot échangé ce matin-là allait plus tard le hanter comme un écho cruel. Pendant ce temps, dans son appartement luxueux avec vue sur le parc de la Tête d'Or, Étienne Martel ne laissait rien au hasard. Sa matinée N
était pas faite de conversations légères, mais d'une série d'appels brefs et codés. Il confirmait les positions, les horaires, les itinéraires de fuite. Pour lui, le défilé militaire N était pas une célébration, mais un décor, une horloge. Chaque roulement de tambour, chaque passage d'avion dans le ciel, était un repère, dans le déroulement de son plan macabre. Il enfila son costume avec une froide détermination, son visage public, affichant un calme olympien qui masquait parfaitement l'orchestration d'un crime d'État. Il allait se tenir sur la tribune, non loin d'Alain Lévesque, et regarder son rival applaudir la parade, totalement inconscient que son monde était sur le point de s'anéantir. Sur l'avenue de la République, au milieu des clameurs et de la musique, Adrien se pencha vers Hélène. Il l'embrassa, un baiser rapide mais chargé d'une promesse. « J'ai un truc important à faire. Je te rejoins près du pont pour le feu d'artifice. Après ce soir tout va changer, je te le promets. » Hélène sentit une pointe d'anxiété, mais elle lui sourit, habituée à son engagement passionné. Elle le regarda, éloigné, une silhouette élégante se faufilant avec aisance à travers la mer de visages anonymes. Elle admira sa confiance, son assurance, y voyant la marque de l'homme exceptionnel qu'il était. C'est cette image qui restera gravée dans sa mémoire, celle de son amour marchant résolument vers un avenir qu'il pensait façonner, alors qu'il marchait en réalité vers sa propre fin. Le bruit était assourdissant. Les moteurs des blindés, les cuivres de la fanfare, les acclamations de milliers de personnes créaient un mur sonore impénétrable. Était le camouflage parfait. Adrien, suivant les instructions reçues, s'engagea dans une ruelle adjacente, un peu moins bondée. Il jeta un dernier regard par-dessus son épaule vers l'avenue en fête, un monde vibrant de vie et d'innocence. Devant lui, l'ombre de la ruelle l'attendait. Il avança de quelques pas, cherchant du regard son contact. C'est à cet instant précis, au moment où le bruit des avions de la patrouille de France déchirait le ciel lyonnais dans un rugissement tonitruant, qu'Adrien Lévesque a cessé d'exister pour le monde. Son avenir, gravé sur le métal de sa montre, venait de lui être sauvagement arraché. Le commissariat du quai de l'Horloge n'avait pas changé. Pour Alain Lévesque, y remettre les pieds était une épreuve en soi, une réminiscence amère des premières semaines de l'enquête, un lieu où son espoir avait été méthodiquement déconstruit. Promesse après promesse, piste après piste. Mais l'homme qui franchissait les portes ce jour-là, était plus le même. La torpeur du deuil avait fait place à une froide résolution. Il n'était pas là pour pleurer ou pour supplier, mais pour réclamer une pièce à conviction, la première brique de la justice qu'il comptait bâtir lui-même. Chaque couloir, chaque visage indifférent ravivait sa colère, une énergie nouvelle qui brûlait les vestiges de son chagrin. Il suivit le commandant Sophie Lambert dans un bureau aseptisé, le cœur battant non pas de peur, mais d'une impatience féroce, celle d'un prédateur qui vient de retrouver la trace de sa proie. Sur la table métallique, sous la lumière crue d'un néon, reposait un petit sachet en plastique transparent, à l'intérieur la montre. Nettoyée, elle avait retrouvé une partie de son éclat, mais les années passées dans la fange avaient laissé des cicatrices indélébiles, de fines rayures qui témoignaient de son long calvaire souterrain. Alain sentit sa gorge se nouer. Était-elle, sans l'ombre d'un doute. Il revit l'instant où il l'avait passée au poignet de son fils, le poids du métal, symbolisant le poids des responsabilités et des promesses. Sophie Lambert ouvrit le sachet avec des pinces. « Vous pouvez la toucher, dit-elle doucement. » D'une main tremblante, Alain effleura l'acier froid. Était le premier contact physique avec quelque chose qui avait appartenu à Adrien depuis 8 ans. Le contact ne lui apporta aucun réconfort, seulement la certitude glaciale que tout recommençait. Sophie Lambert laissa Alain un instant pour absorber le choc, puis elle attira son attention sur un détail précis. « Regardez ici, sur la lunette à 3 heures. » Avec la pointe d'un stylo, elle désigna une encoche profonde, nette, presque chirurgicale. Ce N n'était pas une éraflure due à une chute ou à un frottement. La marque était trop profonde, trop violente. Était la blessure d'un objet contre un autre, la trace d'un impact brutal. Ce n'est pas une marque de vol à l'arraché, expliqua Lambert, sa voix posée contrastant avec la violence de l'implication. C'est méthodique. Quelqu'un a utilisé un outil pour l'enlever, ou alors la marque a été faite durant l'agression. Pour Alain, cette simple encoche changeait tout. Elle transformait son fils d'une victime de la malchance en la cible d'une attaque délibérée et violente. L'analyse du laboratoire de la police scientifique ne tarda pas à confirmer cette intuition. Le rapport, que le commandant Lambert tenait entre ses mains, était formel et glaçant. Les techniciens avaient réalisé un moulage en silicone de l'encoche, et l'avaient comparé à une base de données d'outils. La correspondance était sans équivoque. La marque avait été laissée par un pied de biche industriel, un modèle lourd d'environ 90 cm, couramment utilisé sur les chantiers de démolition. Ce N
était pas l'outil d'un petit délinquant, mais l'arme d'un professionnel de la force brute. La théorie de l'enlèvement, déjà fragile, venait de s'effondrer. On n'utilise pas un tel outil pour un kidnapping. On l'utilise pour briser, pour forcer, pour détruire, pour tuer. La montre N était plus seulement un souvenir. Elle était devenue une arme du crime. Alain Lévesque lut le rapport, chaque mot technique s'enfonçant en lui comme un clou. Pied de biche industriel. Le terme évoquait des images d'une brutalité insoutenable, bien loin du mystère abstrait d'une disparition. Il voyait la scène, le geste, la violence inouïe nécessaire pour laisser une telle marque sur de l'acier trempé. Une rage sourde et puissante monta en lui, éclipsant la douleur. Cette preuve factuelle était la confirmation de ce qu'il avait toujours suspecté. L'enquête de 2016 n'avait été qu'une mascarade, une diversion pour cacher une vérité bien plus sale. On lui avait parlé d'enlèvement pour l'endormir, pour le noyer dans une fausse attente, alors que son fils avait été abattu comme un animal. La tristesse se mua en une haine pure et ciblée. Il ne cherchait plus seulement des ravisseurs, il traquait désormais des assassins. Dans son bureau, envahi par les cartons poussiéreux du dossier Lévesque, Sophie Lambert ressentait un malaise grandissant. L'enquête initiale était d'une minceur suspecte. Des pistes évidentes avaient été ignorées, des témoignages cruciaux écartés d'un revers de main. Tout semblait avoir été fait pour aboutir au plus vite à la conclusion d'un enlèvement sans suite, une impasse confortable. Le nom du commissaire qui dirigeait les opérations à elle, époque, Jean-Claude Perrin, revenait sur chaque document. Un homme réputé pour son efficacité, qui avait pourtant pris une retraite anticipée quelques mois seulement après le classement de l'affaire la plus médiatisée de sa carrière. Coïncidence ? Lambert n'y croyait pas. Elle sentait l'odeur rance d'une affaire étouffée, d'une vérité délibérément enterrée sous des piles de rapports complaisants. En fouillant dans les annexes, elle tomba sur une déposition manuscrite à peine lisible, celle d'un vendeur de marron chaud qui tenait un stand sur l'avenue ce jour-là. L'homme déclarait avoir vu une camionnette noire, sans fenêtre latérale, garée dans la ruelle où Adrien aurait disparu. Il avait trouvé sa présence étrange au milieu des festivités. Le rapport de synthèse qualifiait son témoignage de « peu fiable » et non corroboré. Aucune recherche n'avait été lancée pour identifier le véhicule. Une camionnette utilitaire. Un pied de biche industriel. Pour la première fois, les pièces d'un puzzle macabre commençaient à s'emboîter. Il ne s'agissait pas d'un crime d'opportunité, mais d'une opération planifiée, une extraction quasi militaire réalisée au cœur de la ville, sous les yeux de milliers de personnes. De retour dans sa demeure silencieuse, Alain se sentit poussé par une force nouvelle. Il monta au premier étage, dans la chambre d'Adrien, une pièce restée intacte, un sanctuaire de douleur qu'il n'osait plus profaner. Sur le bureau, l'ordinateur portable de son fils était couvert d'une fine couche de poussière. Pendant 8 ans, il l'avait considéré comme une relique intouchable. Ce soir, il le voyait comme un coffre-fort. Il l'alluma. Long, écran demanda un mot de passe. Il essaya la date de naissance d'Adrien, le nom de sa mère, celui de leur chien. Échec. Puis, une intuition fulgurante, un souvenir des derniers mots de son fils sur la justice qu'il voulait rendre. Il tapa VERITAS 2016. Écran s'illumina, le bureau apparut, chargé d'icônes et de dossiers. L'un d'eux portait un nom qui fit s'arrêter son cœur, Projet Marteau. La vérité était là, à portée de clic. Le double-clic sur le dossier, Projet Marteau, fut un acte de transgression. Alain Lévesque avait l'impression de violer l'intimité la plus profonde de son fils, un espace numérique figé depuis 8 ans. L'ordinateur, un modèle vieillissant, peinait à charger les fichiers, son ventilateur émettant un bourdonnement plaintif dans le silence de mort de la chambre. Chaque seconde d'attente était une torture, un mélange d'appréhension et d'une curiosité morbide. Il ne cherchait plus des souvenirs, des photos ou des travaux universitaires. Il cherchait une raison pour laquelle un jeune homme de 22 ans, promis à un avenir brillant, avait pu finir sa course dans la fange d'un caniveau. Quand la liste des fichiers s'afficha enfin, son cœur cessa de battre. Ce N n'était pas un journal intime, mais un dossier de guerre. Le contenu était d'une froideur clinique, qui contrastait violemment avec l'image qu'il gardait de son fils. Pas de photos de vacances, pas de projet d'études, mais des dizaines de documents méticuleusement organisés. Des feuilles de calcul Excel au nom de codes cryptiques, des fichiers PDF contenant des extraits du cadastre, des scans de documents officiels du plan local d'urbanisme. L'un des premiers fichiers qu'il ouvrit, nommé flux-financier-alpha, XLSX-MAN,
révélait un tableau complexe de transactions bancaires entre des sociétés écrans basées au Luxembourg et des promoteurs immobiliers bien connus de la place lyonnaise. Les montants étaient exorbitants, des millions d'euros circulant à travers des montages financiers opaques. Alain sentit un vertige. Il ne comprenait pas encore la finalité de tout cela, mais il comprenait l'ampleur du secret que son fils avait déterré. La fierté se mêla à une terreur rétrospective. Son fils N était pas seulement un étudiant idéaliste. C était un enquêteur d'une rigueur et d'une intelligence redoutables. Alain, en tant qu'ancien maire, reconnaissait la signification de ces documents. Il commença à faire des recoupements, son cerveau politique, longtemps en sommeil, se réactivant avec une vitesse foudroyante. Les parcelles cadastrales mentionnées correspondaient à des friches industrielles en périphérie de la ville, des terrains qu'il avait lui-même considérés comme sans valeur. Or, les dates des transactions coïncidaient étrangement avec des modifications du PLU qui avaient rendu ces mêmes terrains constructibles, multipliant leur valeur par 100. Adrien avait mis au jour un système de délits d'initiés et de corruption à une échelle qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il avait sous-estimé l'intelligence de son fils, mais surtout il avait tragiquement sous-estimé le danger qu'il courait. Le document le plus accablant était une carte interactive de la métropole lyonnaise. Adrien avait utilisé un logiciel de cartographie pour superposer différentes couches d'informations. En rouge, les acquisitions de terrain par les sociétés écrans. En vert, les dates des votes en commission d'urbanisme validant les changements de zonage. En bleu, les noms des promoteurs qui rachetaient ensuite les terrains à prix d'or. La corrélation était parfaite, le schéma criminel exposé avec une clarté limpide. Et dans la légende de la carte, une note manuscrite d'Adrien, scannée et ajoutée comme un post-it numérique, contenait une seule phrase. Tous les votes favorables tracés à l'influence directe des Étienne Martel. Il est la tête du serpent. Le nom de son rival, de son successeur, S, étalé sur L, écran comme une condamnation. Le choc fut physique. Alain dut se retenir au bureau pour ne pas tomber. Martel. Son ennemi juré, l'homme qui avait profité de sa chute, pour s'emparer de la mairie. La disparition de son fils N était donc pas une tragédie aléatoire, un enlèvement qui aurait mal tourné. C était un assassinat politique. Un acte délibéré pour faire taire le seul témoin qui pouvait faire tomber le futur maître de la ville. Chaque souvenir des 8 dernières années se teinta d'une nouvelle lumière, plus sinistre encore. Les condoléances publiques de Martel, son air contrit lors des commémorations toute haine, étaient qu'une mise en scène macabre. La douleur d'Alain se transforma en une haine glaciale, une fureur pure qui exigeait non plus seulement la vérité, mais la vengeance. Son combat venait de trouver son visage, son incarnation. En explorant plus profondément l'arborescence des fichiers, il découvrit un dossier protégé par un second mot de passe. Il essaya plusieurs combinaisons avant de penser à Hélène, la petite amie d'Adrien. Il tapa la date de leur rencontre. Le dossier s'ouvrit. Il contenait des enregistrements audio. La voix de son fils, tendue, mais déterminée, conversant avec un interlocuteur dont la voix était modifiée électroniquement. C était le lanceur d'alerte, l'informateur qui fournissait les documents à Adrien. Leurs échanges révélaient la paranoïa croissante de l'informateur, sa peur de être découvert. Ils ne reculeront devant rien, Adrien. Ce ne sont pas des politiciens, ce sont des prédateurs. Si tu fais ça, assure-toi de être protégé. La dernière phrase résonna dans le silence de la chambre comme un avertissement funeste venu d'outre-tombe. Alain se sentit écrasé par le poids de cette vérité. Il tenait entre ses mains la preuve qui pouvait non seulement venger son fils, mais aussi décapiter le pouvoir en place à Lyon. Mais que faire? À qui faire confiance? L'enquête initiale avait été sabotée, C était désormais une certitude. Le commissaire Perrin, qui avait conclu si vite à l'enlèvement, était sans doute un homme de Martel. S'il livrait ces informations à la police, elles pourraient être enterrées une seconde fois, et lui-même se mettrait en danger. Pour la première fois depuis 8 ans, il ne se sentait plus seulement brisé, mais chassé. Il était seul, détenteur d'un secret mortel, face à une organisation criminelle qui avait déjà prouvé qu'elle était capable de tuer pour protéger ses intérêts. L'héritage de son fils était devenu son fardeau. Sa décision fut prise en une fraction de seconde. Il ne pouvait pas rester passif. Il devait agir, mais avec une prudence extrême. Il chercha dans son portefeuille la carte de visite que le commandant Sophie Lambert lui avait laissée. Son regard était différent de celui des autres policiers qu'il avait rencontrés. Il y avait en elle une détermination qui lui rappelait celle de son fils. Il saisit son téléphone, prêt à composer le numéro. Mais alors que son doigt s'approchait du clavier,
Son regard fut attiré par une dernière icône sur le bureau de l'ordinateur. Un fichier qu'il n'avait pas remarqué. Un brouillon d'email. Il l'ouvrit. L'adresse du destinataire était un journaliste d'investigation connu pour son intégrité. L'objet du mail était simple et glaçant. J'ai tout. Rendez-vous comme convenu. 14 juillet, 15 heures. Le message n'avait jamais été envoyé. Le poids des fichiers sur la clé USB était bien plus lourd que celui du métal. Alain Lévesque, dans la solitude de son bureau, sentait le destin de son fils reposer entre ses mains. Il ne pouvait faire confiance à la hiérarchie policière, trop de visages familiers étaient devenus des alliés dits, Étienne Martel au fil des ans. Le commissaire Perrin N était sûrement que la pointe de l'iceberg. Sa seule option, son seul pari, était cette jeune commandante, Sophie Lambert. Elle était nouvelle, extérieure au jeu de pouvoir qui avait gangréné la ville. Il voyait dans son regard une intégrité qui lui rappelait celle d'Adrien. Il prépara la rencontre avec la minutie d'un stratège, copiant les données sur un second support, cachant l'ordinateur. Chaque pas était calculé. Il allait livrer l'héritage de son fils, une bombe à retardement, en espérant qu'elle n'explose pas entre les mains de la mauvaise personne. Pendant ce temps, Sophie Lambert tirait sur un autre fil, celui de l'argent. Le dossier du commissaire Jean-Claude Perrin, parti en retraite anticipée juste après avoir enterré l'affaire Lévesque, la fascinait. Une enquête discrète sur son patrimoine révéla une anomalie flagrante. L'achat comptant, en 2017, d'une somptueuse villa à Saint-Tropez, d'une valeur de 1,2 millions d'euros. Un bien immobilier totalement disproportionné avec les revenus d'un fonctionnaire de police, même de haut rang. Était la preuve quasi certaine d'une corruption, le prix du silence. Sophie lança une demande officielle pour une enquête financière approfondie, une procédure lente et semée d'embûches. Elle savait que cette démarche allait déclencher des alarmes dans les hautes sphères, mais était un risque nécessaire. La fortune de Perrin était la première fissure visible dans le mur de mensonges érigé 8 ans plus tôt. Leur rendez-vous eut lieu à l'aube, dans un petit bistrot anonyme des pentes de la Croix-Rousse. L'air était frais, la ville encore endormie. Alain Lévesque tendit la clé USB à Sophie Lambert sans un mot. Le silence était chargé d'une gravité solennelle. Puis, d'une voix basse, il résuma le contenu. Le projet Marteau. Le système de prévarication immobilière. Les preuves implacables contre Étienne Martel. Pour Sophie, était une déflagration. Le mobile, qui lui échappait depuis le début, venait de lui être servi sur un plateau. Ce N était pas un enlèvement, ni un crime crapuleux. Était une exécution politique, préméditée et exécutée pour protéger des millions d'euros et l'ascension d'un homme. Elle prit la clé, sentant le danger physique que cet objet représentait. Elle et Alain N étaient plus seulement un père en deuil et une policière. Ils étaient devenus 2 conspirateurs contre le pouvoir en place. Avec l'aide d'un unique analyste financier de confiance, un homme proche de la retraite et réputé incorruptible, Sophie plongea dans les données d'Adrien. Ils travaillèrent la nuit, dans un bureau sécurisé, à l'abri des regards indiscrets. La rigueur du jeune homme était stupéfiante. Chaque transaction, chaque modification de plan cadastral, chaque vote en commission était documenté et sourcé. Les découvertes d'Adrien se superposaient parfaitement aux archives de la ville, dessinant la carte d'un pillage organisé. Le réseau de Martel était tentaculaire, impliquant des promoteurs immobiliers, des notaires, des conseillers municipaux et même des fonctionnaires de l'urbanisme. Sophie comprit que l'assassinat d'Adrien N n'était pas une fin, mais un moyen. Un acte fondateur qui avait permis au système de prospérer en toute impunité pendant près d'une décennie. La tâche qui l'attendait était titanesque, démanteler une mafia en col blanc. Elle, écho de la réouverture de l'enquête, parvint inévitablement aux oreilles d'Étienne Martel. Sa réaction fut immédiate et calculée. Lors d'une conférence de presse convoquée en urgence à l'hôtel de ville, il se présenta en victime. D'un ton grave et faussement compatissant, il déplora l'acharnement d'un homme brisé par le chagrin. Il parla d'Alain Lévesque comme d'un vieil ennemi incapable d'accepter sa défaite politique, utilisant la mémoire de son propre fils pour régler de vieux comptes. Était une manœuvre brillante et cruelle. Il ne niait pas les faits, il les noyait sous une vague d'émotions, retournant l'opinion publique contre le père éploré. Il transformait une quête de justice en une vendetta personnelle, discréditant le principal témoin, avant même que les preuves ne soient rendues publiques. Martel ne se défendait pas. Il attaquait, et son arme était la calomnie. Sophie Lambert décida qu'il était temps de revoir Hélène. La jeune femme, aujourd'hui une historienne de l'art respectée, vivait toujours avec le fantôme d'Adrien. La première audition, en 2016, l'avait montrée terrifiée et évasive.
8 ans plus tard, la peur était toujours là, mais elle était désormais mêlée à un besoin de justice. Hélène confirma les recherches d'Adrien sur le complot immobilier. Mais elle ajouta un détail crucial qu'elle avait eu par crainte. Dans les jours précédant sa mort, Adrien lui avait confié avoir reçu un appel anonyme. Une voix rauque, menaçante, lui avait conseillé de ne pas jouer les héros, et d'oublier ce qu'il avait découvert. Ce N était plus une simple supposition, C était la preuve formelle que les assassins d'Adrien l'avaient averti. Il lui avait laissé une chance de reculer. Il avait refusé. La couverture médiatique, bien que contrôlée par Martel, produisit un effet inattendu. Un homme âgé, ancien gardien de nuit d'un entrepôt de matériaux de construction près de Solèze, contacta le commissariat. Son témoignage, ignoré à l'époque, prenait un sens nouveau. Tard dans la nuit du 14 juillet 2016, il se souvenait distinctement avoir vu une camionnette noire, sans fenêtre, pénétrer sur le site. 2 hommes en étaient sortis et avaient déchargé avec difficulté un long paquet lourd enveloppé dans une bâche, qu'ils avaient jeté dans une benne de gravats. Intrigué, il avait noté une partie de la plaque d'immatriculation sur un carnet. Ce carnet, il l'avait conservé. Pour Sophie Caisse, était une avancée majeure. Le témoignage du vendeur de marrons était enfin corroboré, et elle tenait une piste matérielle pour remonter jusqu'au véhicule, et, potentiellement, à ses occupants. La plaque d'immatriculation partielle mena les enquêteurs à une société de BTP, qui avait fait faillite en 2018. Son dirigeant, un homme proche de Martel, était l'un des principaux bénéficiaires des requalifications de terrain. En épluchant les registres du personnel de l'AL, époque, deux noms retinrent l'attention de Sophie. 2 frères au casier judiciaire chargés, connus pour des faits de violence et d'intimidation sur les chantiers. Des hommes de main des exécutants. Ils avaient tous les 2 démissionné subitement une semaine après la disparition d'Adrien, touchant une prime de départ inexplicablement généreuse. Le puzzle s'assemblait avec une logique effrayante. D'un côté, la tête pensante, le politicien calculateur. De l'autre, le bras armé, les brutes chargées de la sale besogne. Le crime avait désormais des visages potentiels, et ils n'étaient pas ceux de notables. La guerre psychologique commença. Un soir, en rentrant chez lui, Alain Lévesque trouva la porte de son salon entr'ouverte. Il ne manquait rien. Pas de vol, pas de désordre. Juste un objet, posé en évidence sur la table basse. Un pied de biche miniature. Un simple porte-clés. Le symbole était d'une violence inouïe. C était un message direct, une signature. Il savait qu'il avait les dossiers. Il savait pour l'arme du crime. Il lui signifiait qu'il pouvait entrer chez lui quand il le voulait, qu'il, était en sécurité nulle part. Une vague de froid le parcourut. Mais la peur fut rapidement balayée par une rage froide. Cette intimidation grotesque était un aveu de faiblesse. Ils avaient peur. Pour la première fois depuis 8 ans, ils sentaient que le rapport de force commençait à s'inverser. Ils ne le feraient pas taire. Sophie Lambert se heurta, elle aussi, à un mur. Sa demande d'enquête sur les finances du commissaire Perrin fut soudainement mise en attente pour un vice de procédure. Son supérieur hiérarchique, autrefois encourageant, devint distant, lui conseillant à mots couverts de laisser tomber, de ne pas réveiller les vieux démons. Elle comprit alors que l'influence de Martel ne se limitait pas à la mairie. Elgin étendait au couloir du palais de justice et du commissariat central. Des gens en place avaient une dette envers lui, ou le craignaient suffisamment pour saboter une enquête officielle. Elle était seule. L'institution qu'elle servait était compromise de l'intérieur. Le complot était un cancer qui avait métastasé, et elle allait devoir se battre non seulement contre des criminels, mais aussi contre sa propre administration. L'escalade franchit un point de non-retour. Marc, l'agent de propreté qui avait trouvé la montre, fut violemment agressé en sortant de chez lui. 2 hommes l'attendirent dans l'ombre, et le passèrent à tabac, lui laissant plusieurs côtes cassées, et un message sans ambiguïté. La prochaine fois, on te jette dans le même trou que la montre. L'agression n'était pas destinée à le tuer, mais à terroriser. C était un message envoyé à tous ceux qui pourraient être tentés de parler. Pour Sophie et Alain, cette attaque était une déclaration de guerre totale. Martel et ses sbires abandonnaient la subtilité des manœuvres politiques pour la brutalité pure. Ils étaient aux abois, prêts à tout pour préserver leur empire. La quête de vérité venait de se transformer en une lutte pour leur propre survie. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'agression sauvage de Marc, l'agent de propreté, fut, elle, étincelle qui transforma l'enquête en une croisade personnelle pour Sophie Lambert. Ce était plus un dossier froid, un puzzle intellectuel à résoudre. C était une guerre contre une organisation qui n'hésitait pas à briser des vies innocentes pour protéger ses secrets.
En voyant le visage tuméfié de cet homme simple, dont le seul crime avait été son honnêteté, Sophie ressentit une colère froide et déterminée. Les menaces, les intimidations, les blocages administratifs n'étaient plus de simples obstacles. Ils étaient les barreaux d'une cage qu'elle devait absolument faire voler en éclats. Elle comprenait que pour briser le mur du silence, il ne fallait plus frapper à la porte de la justice officielle, mais l'enfoncer avec la force brute des faits incontestables. La sécurité de ses témoins était désormais sa priorité absolue. Pour Alain Lévesque, le petit pied de biche laissé dans son salon fut une erreur monumentale de la part de ses adversaires. Il pensait l'effrayer, le renvoyer à sa torpeur de vieil homme brisé. Au lieu de cela, ils avaient réveillé le prédateur politique qu'il avait été. Cette bravade, cette signature arrogante, était la preuve qu'ils étaient aux abois. La peur avait changé de camp. Alain passa la nuit à réactiver des réseaux qu'il croyait éteints depuis longtemps. Des journalistes qu'il avait autrefois aidés, d'anciens fonctionnaires qui lui devaient leur carrière, des rivaux de Martel qui attendaient une occasion de le voir tomber. Il ne se battait plus seulement pour la mémoire de son fils, mais pour la survie de l'idée même de justice. Il allait organiser une guérilla de l'information, créant des fuites, semant le doute, transformant l'opinion publique en une arme contre l'empire de Martel. Comprenant que la voie hiérarchique était un cul-de-sac, Sophie Lambert décida de jouer en dehors des règles. Sa cible, Jean-Claude Perrin, le commissaire à la retraite. Elle prit un congé sans solde, et se rendit à Saint-Tropez, sur ses propres deniers. La villa de Perrin était une forteresse dorée, un monument à la gloire de sa trahison. Elle le trouva au bord de sa piscine à débordement, un homme vieilli prématurément, le regard hanté par une peur constante. Elle ne l'aborda pas comme une policière, mais comme une confidente. Elle ne parla pas de preuves, mais du poids d'un secret. Elle lui décrivit l'agression de Marc, lui faisant comprendre que le monstre qu'il avait aidé à créer, était désormais hors de tout contrôle, et qu'un jour, il pourrait bien se retourner contre lui. Perrin ne s'effondra pas, mais une fissure apparut dans son armure de déni. Il ne voulait pas aller en prison, mais il craignait encore plus les hommes de Martel. Après des heures de joute psychologique, alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée, il céda, mais seulement en partie. Il ne donna pas de nom, pas d'aveu direct. D'une voix tremblante, il lui livra une seule phrase, une clé énigmatique. Le contrat n'a pas été signé dans un bureau, mais sur un chantier. Cherché du côté des démolisseurs de l'Est. C était peu, mais C était tout. Un surnom, une piste. Pour Sophie, C était la confirmation que les exécutants n'étaient pas des criminels ordinaires, mais des professionnels, issus du milieu même, qui avaient enrichi Martel, le bâtiment et la démolition. De retour à Lyon, avec son analyste de confiance, Sophie plongea dans les archives. Les démolisseurs de l'Est n'étaient pas un nom d'entreprise, mais un sobriquet donné à une équipe de ferrailleurs et de démolisseurs réputés pour leur brutalité et leur efficacité dans les années 2010. Leurs chefs étaient les deux frères qu'elle avait déjà identifiés, ceux qui avaient quitté leur emploi avec une prime suspecte juste après la mort d'Adrien. Leurs traces n'étaient pas perdues. Ils avaient utilisé l'argent pour monter une société de sécurité privée, une façade légale pour des activités de recouvrement musclé et d'intimidation. Ils étaient toujours actifs, toujours à Lyon, et sans doute toujours au service de Martel, prêts à faire taire quiconque menacerait le système. Pendant ce temps, l'offensive médiatique d'Alain portait ses fruits. Un article à charge, publié dans un journal national et nourri par des informations anonymes précises, mit le feu aux poudres. Il ne parlait pas directement du meurtre, mais détaillait le système de corruption immobilière, posant des questions dérangeantes sur l'enrichissement de l'entourage du maire. Pour la première fois, Étienne Martel fut contraint de se justifier non pas sur une vieille affaire de disparition, mais sur sa propre probité. La pression montait, son image publique commençait à se fissurer. Il devint plus nerveux, plus agressif dans ses démentis, ce qui ne fit qu'attiser la curiosité des autres médias, qui commencèrent à leur tour à enquêter sur les affaires de la mairie de Lyon. L'écosystème de protection autour de lui s'affaiblissait. La piste matérielle la plus prometteuse restait le carnet du gardien de nuit. La plaque d'immatriculation partielle, croisée avec les registres des véhicules de la société de BTP, permit d'identifier formellement la camionnette noire. Le véhicule avait été déclaré mis à la casse en 2017. Un travail de fourmi commença alors pour retrouver sa trace. Après des jours de recherche dans les registres de dizaines de casses automobiles de la région, ils la localisèrent. Elle se trouvait dans une immense casse à Vénissieux, un cimetière de métal où des milliers de véhicules étaient empilés les uns sur les autres, attendant d'être broyés. Retrouver cette carcasse spécifique semblait une mission impossible, une aiguille dans une botte de foin rouillée. Sophie Lambert ne se découragea pas.
Accompagnée d'une petite équipe et du propriétaire de la casse, elle passa 2 jours entiers à arpenter ce labyrinthe de tôles froissées. L'odeur d'huile rance et de rouille était entêtante. Le bruit des grues déplaçant les carcasses était assourdissant. Enfin, au fond d'une pile, écrasée entre un camion de livraison et un bus scolaire, ils la trouvèrent. La camionnette noire, ou ce qu'il en restait. Elle était compressée, méconnaissable pour un œil non averti, mais le numéro de châssis correspondait. C était une victoire improbable, un coup de chance qui ressemblait à un signe du destin. La camionnette fut délicatement extraite et transportée sous scellé au laboratoire de la police technique et scientifique. L'analyse de l'épave fut un travail d'orfèvre. Les experts démontèrent ce qui restait de l'habitacle, centimètre par centimètre. La plupart des surfaces étaient trop contaminées ou dégradées, après des années d'exposition aux éléments. L'espoir s'amenuisait. Puis, un technicien eut une idée. Il se concentra sur la banquette arrière, une zone moins exposée. En découpant le tissu usé et la mousse en décomposition, il découvrit une petite tache sombre, presque invisible, qui avait pénétré profondément dans la structure métallique du siège. Une tache qui avait l'apparence du sang séché. Un prélèvement fut immédiatement effectué et envoyé pour une analyse ADN en urgence. Le temps sembla se suspendre. Tout reposait désormais sur quelques molécules invisibles à elle, œil nu. Le résultat tomba 48 heures plus tard, au milieu de la nuit. Sophie était dans son bureau, incapable de dormir. Son téléphone sonna. C était le chef du laboratoire. Sa voix était calme, mais chargée d'une excitation contenue. On a une correspondance ADN, commandant. Le sang trouvé dans la camionnette est celui d'Adrien Lévesque. Sans le moindre doute. Ce fut comme si un barrage venait de céder. Ce N était plus une théorie, une conviction intime. C était un fait scientifique, irréfutable. Elle tenait enfin le lien matériel qui unissait la victime au véhicule des suspects. Elle avait de quoi obtenir un mandat d'amener contre les 2 frères. La phase d'enquête clandestine était terminée. La confrontation directe allait commencer. Avec cette preuve en main, Sophie Lambert pouvait désormais forcer la main du juge d'instruction. Elle obtint les mandats d'arrêt pour les 2 frères, les démolisseurs de l'Est. L'opération fut montée dans le plus grand secret, avec une équipe tactique triée sur le volet, des policiers dont elle était absolument certaine de la loyauté. Elle savait que l'arrestation de ces hommes de main allait déclencher une onde de choc qui remonterait jusqu'à Étienne Martel. Ce dernier, prévenu par ses informateurs au sein de la police, comprit que le jeu avait changé. Les menaces ne suffisaient plus. La partie D, échec, se terminait. La guerre ouverte était sur le point d'éclater. Il ne s'agissait plus de dissimuler un vieux crime, mais de survivre à la tempête qui menaçait de tout emporter. L'aube glaciale du 15 octobre jette une lumière blafarde sur les murs du commissariat central. Dans la salle d'interrogatoire numéro 3, l'air est lourd, saturé par l'odeur âcre du café froid et de la peur non avouée. L'un des frères, le plus jeune, est assis face à Sophie Lambert. Son arrogance initiale, bâtie sur des années d'impunité, commence à s'effriter sous le regard d'acier de la commandante. Il se balance légèrement sur sa chaise, un rictus méprisant crispé sur ses lèvres, mais ses mains, cachées sous la table, se tordent nerveusement. Il est un animal piégé, et il le sait. Derrière la vitre sans teint, Alain Lévesque retient son souffle, chaque seconde d'attente étant une torture qui ravive la plaie béante de son deuil. Il observe le visage de l'homme qui a peut-être détruit sa vie, cherchant une trace d'humanité, ne trouvant que le vide. Sophie Lambert ne hausse pas la voix. Elle pose sur la table métallique un dossier. Elle l'ouvre lentement, délibérément, laissant le silence épaissir jusqu'à devenir presque solide. Puis, elle sort une seule feuille, un rapport de laboratoire, et la fait glisser vers le suspect. ADN d'Adrien Lévesque. Trouvé dans la camionnette que vous conduisiez le 14 juillet 2016. Le sang de l'homme que vous avez tué est sur vos mains. Et maintenant, il est sur ce papier. Les mots sont des scalpels, précis et froids. Le rictus du suspect s'efface, remplacé par un masque de stupeur. Une goutte de sueur perle sur sa tempe et roule lentement le long de sa joue. Il regarde le papier comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Le mur de déni vient de se fissurer de manière irréversible. La science a parlé, et sa voix est implacable. Le frère aîné, dans la salle voisine, subit le même traitement. Mais lui est plus dur, plus endurci. Il nie en bloc, ricane, traite les enquêteurs de menteurs. Cependant, lorsque son avocat lui confirme la validité de la preuve ADN, son assurance vacille. Les 2 frères sont séparés, incapables de coordonner leur défense, une stratégie classique, mais redoutablement efficace.
Sophie Lambert revient voir le plus jeune. Elle change de tactique. Elle ne parle plus de preuves, mais de loyauté. Étienne Martel vous a payé pour votre silence, n'est-ce pas? Mais croyez-vous vraiment qu'il va vous protéger maintenant? Pour lui, vous n'êtes que des fusibles. Des pions qu'on sacrifie pour sauver le roi. Le premier qui parle aura peut-être une chance. Le second n'aura que nos restes. La graine du doute est plantée dans un terreau de panique. C'est Alain qui, depuis sa salle d'observation, donne à Sophie l'idée décisive via un micro discret. Parlez-lui de son propre frère. Sophie acquiesce et se penche vers le suspect. Votre frère est en train de craquer. Il va tout mettre sur votre dos. Il dira que c'est vous qui teniez l'outil, que c'est vous qui avez porté le coup fatal. Il sortira dans 20 ans. Et vous? La perpétuité. Pensez-y, il est en train de sauver sa peau en sacrifiant la vôtre. C'est la seule loyauté qui existe dans votre monde. C'est le coup de grâce. L'idée de la trahison par son propre sang est plus insupportable que la prison. Le barrage cède. Les larmes, des larmes de rage et de peur, se mêlent à la sueur sur son visage. Sa voix, lorsqu'elle sort enfin, n'est qu'un murmure étranglé. Ce haine était pas censé se passer comme ça. La confession déferle, un torrent de mots sales et d'images brutales qui souillent le silence de la pièce. Il décrit l'enlèvement dans la ruelle, facilité par le vacarme assourdissant des avions du défilé. Adrien ne s'est pas débattu, trop surpris, pensant à un simple vol. Ils l'ont jeté à l'arrière de la camionnette, lui ont mis un sac sur la tête. Le rendez-vous d'In était pas avec Martel, mais avec eux. On devait juste lui faire peur, récupérer les documents qu'il avait sur lui. La clé USB. Martel voulait cette clé. Il nous avait dit de le secouer, de lui faire comprendre. Mais le gamin, il était courageux. Trop courageux. Il nous a insultés, nous a traités de larbins. Il a dit que la justice nous rattraperait tous. Chaque mot est un coup de poignard dans le cœur d'Alain, qui écoute, pétrifié. Le récit bascule dans l'horreur pure. On l'a emmené sur un chantier de démolition à Solèze, un endroit désert. Mon frère, il a perdu son calme. Le gamin n'arrêtait pas de parler de son père, de la loi. Mon frère a pris le pied de biche dans la camionnette. Il a dit qu'il allait le faire taire pour de bon. Il s'arrête, secoué par un spasme, revivant la scène. J'ai entendu le bruit. Un bruit sourd, humide. Une fois, puis une deuxième. Le silence après, était pire que tout. On n'avait pas prévu ça. On a paniqué. On a pris sa montre, pour faire croire à un vol qui avait mal tourné. On a jeté le corps dans une benne. Martel était furieux quand il a appris. Pas pour le gamin. Pour le désordre. Il a dit qu'on était des amateurs. Derrière la vitre, le monde d'Alain Lévesque s'effondre une seconde fois. Il ne crie pas. Il haine, émet aucun son. Une douleur si profonde ne peut s'exprimer. Il se plie en deux, comme si le coup de pied de biche venait de le frapper lui-même, à travers le temps et l'espace. Son corps est secoué de sanglots silencieux et convulsifs. Le son de la mort de son fils, ce bruit sourd, humide, résonnera dans son crâne pour le restant de ses jours. Il voit le visage de son enfant, plein de défis et de courage, face à ses bourreaux. La fierté se mêle à une agonie insoutenable. Son fils est mort en héros, mais il est mort seul, dans la boue d'un chantier, trahi par un monde qu'il voulait rendre meilleur. La justice à cet instant lui semble une consolation bien dérisoire face à la brutalité de la perte. Soudain, un vacarme éclate dans le couloir. Des cris, le bruit d'une lutte. Le frère aîné, comprenant par l'agitation qu'il a été trahi, a profité d'un instant d'inattention pour attaquer son escorte. C'est un homme désespéré, une bête sauvage acculée. Il sait que Martel ne le laissera jamais témoigner. Sa seule chance est de échapper, de disparaître. Il se saisit de l'arme d'un des policiers. La situation bascule en une fraction de seconde de l'interrogatoire à la prise d'otage. Il hurle des menaces incohérentes. Le regard fou, cherchant une issue qui n'existe pas. Le commissariat, lieu de l'ordre et de la loi, devient une arène de chaos et de violence brute. Sophie Lambert réagit instinctivement. Elle plaque son suspect au sol, le protégeant de son propre corps tout en criant des ordres à ses hommes. Le frère aîné, dans le couloir, traîne un jeune policier en otage, se servant de lui comme bouclier humain. Il avance vers la sortie, ses yeux balayant les couloirs, cherchant une faille. Il n'est plus un suspect, mais un prédateur enragé. Pour lui, la partie est terminée. Il n'a plus rien à perdre. Il sait que s'il est repris,
il affrontera soit la prison à vie, soit un accident orchestré par les hommes de Martel. La mort au combat lui semble une option préférable. La tension est à son comble. Les équipes d'intervention sont en position, mais ne peuvent tirer à cause de l'otage. Alain, de sa salle, voit la scène se dérouler comme un cauchemar éveillé. Il voit l'assassin de son fils, le visage déformé par la haine, tenant une arme sur un autre jeune homme. Le cycle de la violence, enclenché 8 ans plus tôt par l'ambition d'un seul homme, semble ne jamais vouloir s'arrêter. C'est un serpent qui se mord la queue, dévorant tout sur son passage. L'air est électrique, saturé par la promesse d'une nouvelle tragédie imminente. L'inévitable se produit. Le suspect fait un mouvement brusque, tentant de tirer sur les policiers qui lui barrent la route. Un coup de feu claque, sec et assourdissant. Puis, un second. Le son résonne dans les couloirs carrelés, avec la force d'une détonation. Le frère aîné s'effondre, une tache rouge élargissant rapidement sur sa poitrine. L'otage est libéré, sain et sauf, mais en état de choc. Le silence qui suit est plus violent que le bruit des tirs. Un silence de mort, de faim. Un des 2 assassins d'Adrien Lévesque vient de mourir, emportant avec lui une partie de la vérité. Sophie Lambert se relève, le visage blême. Elle regarde le corps sans vie étendu dans le couloir, puis le frère survivant, prostré et sanglotant sur le sol de la salle d'interrogatoire. Elle a une confession, un témoin, mais le principal exécutant, le lien le plus direct avec Martel, vient d'être réduit au silence pour toujours. Était peut-être ce que Martel avait toujours espéré, que ces hommes de main éliminent d'eux-mêmes, laissant derrière eux un chaos suffisant pour brouiller les pistes menant jusqu'à lui. La victoire a un goût de cendre. Alain Lévesque se redresse lentement, le visage ravagé par la douleur, mais ses yeux brillent d'une nouvelle lueur. Une lueur de fer. Il vient d'entendre la vérité la plus abjecte qui soit, il vient d'assister à une nouvelle mort violente. Mais loin de l'abattre, cette horreur a cimenté sa résolution. Il sait maintenant que la confession d'un homme brisé ne suffira pas à faire tomber un système aussi puissant que celui de Martel. La bataille ne fait que commencer. Il ne s'agit plus de justice pour Adrien, mais d'une guerre totale contre le mal qui a consumé sa ville. Et il la mènera jusqu'à son dernier souffle. La confession du frère survivant, enregistrée et signée, devint la pierre angulaire du dossier de Sophie Lambert. Chaque mot était une détonation dans le silence feutré des institutions judiciaires lyonnaises. L'homme, brisé et désormais unique dépositaire de la vérité sanglante, décrivit avec une précision glaçante l'ordre reçu d'Étienne Martel. Récupérer la clé USB contenant les preuves du projet Marteau, et faire en sorte qu'Adrien Lévesque comprenne qu'il devait se taire, définitivement. Le mobile N était plus une supposition, mais un fait établi. La machine judiciaire, si longtemps paralysée par l'influence et la peur, commençait à grincer et à se mettre en mouvement. Cependant, Sophie savait que la parole d'un criminel, même repentant, serait violemment attaquée, et ne suffirait pas à faire tomber un homme aussi puissant et protégé que le maire de Lyon. La bataille ne faisait que commencer, et elle se jouerait sur le terrain de la crédibilité. Conformément aux prévisions de Sophie, la riposte d'Étienne Martel fut immédiate et brutale. Depuis son bureau à l'hôtel de ville, protégé par une armée d'avocats aux dents longues, il orchestra une contre-offensive médiatique d'une violence inouïe. Il qualifia les accusations de fable macabre, le témoignage du tueur de devis délire d'un homme désespéré cherchant à négocier sa peine, en salissant un élu de la République. Il se présenta en victime d'une cabale politique menée par son ancien rival, Alain Lévesque, un homme aigri par la défaite, et prêt à tout pour détruire son héritage, y compris en instrumentalisant la mort tragique de son propre fils. Martel était un maître de la communication, il ne se défendait pas, il accusait, retournant l'opinion publique, et semant le doute avec une habileté diabolique. Pour une partie de la population, la quête de justice d'un père se transformait en une vendetta sordide. Alain Lévesque refusa de se laisser réduire au silence ou au rôle de marionnettiste vengeur. Il accepta une seule interview, non pas sur une chaîne d'information en continu, mais dans un grand journal du soir, choisissant la profondeur à la superficialité du direct. Face à la caméra, ce n'était pas l'ancien maire qui parlait, mais un père dont le cœur avait été arraché 8 ans plus tôt. D'une voix brisée mais ferme, il raconta l'histoire de la montre, de la gravure pleine de promesses. L'avenir t'appartient. Il parla du courage de son fils, de son idéalisme, de sa quête de vérité qui lui avait coûté la vie. Il ne prononça pas une seule accusation politique, se contentant de lire des extraits des rapports de police, exposant les faits bruts. Son chagrin authentique et sa dignité firent plus pour discréditer Martel que n'importe quel argumentaire juridique. Il avait rendu à Adrien son humanité.
le sortant du rôle de victime abstraite, pour en faire le fils de toute une ville. Sophie Lambert savait que l'aile émotion ne suffirait pas devant un tribunal. La clé de voûte de toute l'affaire, l'objet qui avait coûté la vie à Adrien, restait introuvable. La fameuse clé USB. Les tueurs avaient confirmé l'avoir cherchée sur le corps, en vain. Hélène était ni dans les scellés de 2016, ni dans la chambre d'Adrien. Était la preuve matérielle ultime, le saint Graal qui pouvait corroborer le témoignage du tueur et anéantir la défense de Martel. L'enquête se recentra donc sur cette quête obsessionnelle. Où un jeune homme de 22 ans, se sentant menacé, aurait-il pu cacher l'arme capable de faire tomber le système? Chaque minute qui passait laissait à Martel plus de temps pour consolider ses défenses, enterrer d'autres preuves, et intimider les derniers témoins potentiels. La course contre la montre était relancée, mais cette fois, ça était pour une pièce de technologie et non de joaillerie. Hélène, l'ancienne petite amie d'Adrien, fut de nouveau convoquée. La mort de l'un des assassins et la confession de l'autre l'avaient plongée dans un état de choc, mais avait aussi libéré sa parole de la peur qui l'entravait depuis 8 ans. Sophie ne lui posa pas de questions sur le complot, mais sur l'homme qu'Andy était Adrien, ses habitudes, ses manies. Hélène ferma les yeux, se replongeant dans les derniers jours. Elle se souvint d'une conversation anodine, quelques jours avant le 14 juillet. Adrien, nerveux, lui avait dit en riant que s'il lui arrivait quelque chose, sa police d'assurance était cachée, sous le nez des fantômes du passé. Sur le moment, elle avait cru à une boutade. Aujourd'hui, cette phrase énigmatique résonnait comme un testament. Les fantômes du passé. Adrien était passionné d'histoire lyonnaise. Ce « N » était pas une simple phrase, était un indice. La phrase d'Hélène fit écho dans l'esprit d'Alain Lévesque. Les fantômes du passé. Il passa en revue mentalement la passion de son fils pour l'histoire de Lyon, ses livres, ses visites au musée Gadagne. Puis, l'illumination. Un souvenir précis, poignant. Un mois avant sa disparition, Adrien lui avait offert pour son anniversaire un vieil ouvrage rare, une édition originale de 1880 sur les traboules du vieux Lyon, ces passages secrets qui permettaient aux résistants de se cacher. Un livre sur les fantômes de l'histoire lyonnaise. Alain se précipita dans sa bibliothèque, le cœur battant. Le livre était là, sur une étagère, couvert d'une fine couche de poussière. Il l'avait à peine touché depuis 8 ans. Il le prit, ses mains tremblant, sentant le poids du cuir usé. Il le feuilleta, page après page, ne trouvant rien. Le désespoir commençait à le gagner. Puis, son pouce sentit une légère surépaisseur dans la couverture arrière. Avec la lame d'un coupe-papier, il incisa délicatement le carton ancien. À l'intérieur, une petite cavité avait été creusée. Et dans cette cavité, non pas une clé USB, mais une chose bien plus petite, plus discrète. Une carte micro SD. Adrien avait été plus prudent qu'il ne l'avait imaginé. De retour au commissariat, l'analyste inséra la carte dans un lecteur. Le contenu était une copie parfaite du projet Marteau. Mais il y avait un fichier supplémentaire, un que même Alain n'avait pas vu sur l'ordinateur. Un fichier vidéo nommé « Si vous voyez ceci ». Le double-clic révéla le visage d'Adrien, filmé en gros plan par la webcam de son ordinateur. Il était fatigué, inquiet, mais sa voix était claire et déterminée. Était son témoignage d'outre-tombe. Dans la vidéo, qui durait près de 20 minutes, Adrien expliquait calmement, méthodiquement, l'intégralité du système de corruption mis en place par Étienne Martel. Il détaillait les preuves qu'il avait recueillies, nommait les complices, expliquait les flux financiers. Puis, à la fin, son ton changeait, devenant plus personnel. J'ai reçu des menaces. On m'a dit de laisser tomber. Mais je ne peux pas. C'est une question de justice. Si je disparais, ne croyez pas à un accident ou à un enlèvement. Sachez qu'Étienne Martel est le commanditaire. Je fais ça pour mon père, pour l'idée qu'il m'a transmise de la politique, pour cette ville que j'aime. Il regarda droit dans l'objectif, comme s'il s'adressait directement à la postérité. La vidéo était la pièce manquante, l'arme absolue. Était la voix d'un mort qui venait accuser son propre assassin, un témoignage que nul avocat ne pourrait jamais discréditer. La diffusion de la vidéo, d'abord dans le bureau du juge d'instruction puis, via une fuite savamment orchestrée par Alain, dans les médias nationaux, provoqua un séisme politique et social sans précédent à Lyon. Le visage courageux et la voix posée d'Adrien Lévesque hantèrent les écrans de tout le pays. L'opinion publique, jusque-là divisée, bascula unanimement. Martel était plus un élu respecté victime d'une cabale, mais un meurtrier machiavélique.
la pression devint insoutenable. Ses alliés politiques l'abandonnèrent les uns après les autres. La garde des Sceaux ordonna une enquête de l'inspection générale de la police nationale sur le sabotage de l'enquête de 2016. L'empire de Martel, bâti sur le sang et la corruption, s'effondrait comme un château de cartes sous le souffle de la vérité. L'arrestation d'Étienne Martel fut un spectacle à la hauteur de sa chute. Les caméras du monde entier étaient présentes lorsqu'il sortit, menotté, du même hôtel de ville qu'il avait conquis par le crime. Son visage, autrefois si assuré, était un masque de haine et d'incrédulité. Il était plus le maître de la ville, mais un simple prisonnier. Dans les semaines qui suivirent, son réseau s'effondra. Le commissaire Perrin fut arrêté dans sa villa de Saint-Tropez. Des promoteurs, des notaires, des conseillers municipaux furent mis en examen. Le projet Marteau était plus un secret, mais le symbole de la plus grande affaire de corruption de l'histoire récente de la ville. Lyon était sous le choc, découvrant avec horreur le visage hideux, qui se cachait derrière sa prospérité apparente. La ville devait maintenant affronter ses propres démons. Le procès fut un événement national, suivi quotidiennement par des millions de Français. La confession du tueur, corroborée par la vidéo posthume d'Adrien, ne laissa aucune place au doute. Étienne Martel, niant jusqu'au bout, avec une arrogance glaciale, fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre avec préméditation en bande organisée et corruption. Son complice survivant écopa de 25 ans de prison. La justice avait enfin rendu son verdict. Un verdict clair, implacable et attendu. Dans la salle d'audience, au moment de Palel, énoncé de la sentence, Alain Lévesque ne manifesta aucune joie, aucune trace de triomphe. Il ferma simplement les yeux, laissant une seule larme silencieuse rouler sur sa joue. Ce n'était pas une victoire, mais un point final. La guerre était terminée. Pour Alain, la fin du procès marqua le début d'une nouvelle vie, ou plutôt la fin de la non-vie dans laquelle il était plongé depuis 8 ans. La justice ne lui avait pas rendu son fils, mais elle lui avait rendu son honneur et sa paix. Il vendit la grande maison de la Croix-Rousse, trop pleine de souvenirs et de fantômes. Avec une partie de sa fortune et les dommages et intérêts obtenus, il créa la Fondation Adrien Lévesque pour la justice et l'éthique, une organisation dédiée à soutenir juridiquement et financièrement les jeunes lanceurs d'alerte. Il ne voulait plus jamais qu'un autre jeune homme ou une autre jeune femme plein d'idéal ait à payer de sa vie sa quête de vérité. C'était sa façon de s'assurer que le sacrifice de son fils n'ait pas été vain, que son nom soit associé pour toujours au courage et non à la tragédie. La résolution de l'affaire laissa des traces indélébiles sur tous ses acteurs. Sophie Lambert, saluée pour sa ténacité et son intégrité, fut promue à la tête de la brigade criminelle, devenant un symbole d'une police capable de se réformer et de combattre la corruption, même dans ses propres rangs. Hélène, enfin libérée du poids du secret et de la culpabilité, quitte à Lyon pour commencer une nouvelle vie, portant le souvenir d'Adrien non plus comme un fardeau, mais comme une source d'inspiration. La ville de Lyon, quant à elle, entama un long et douloureux processus d'introspection, forcée de reconnaître que les monstres ne se cachent pas toujours dans les ombres, mais parfois en pleine lumière, sur les tribunes officielles. Le nom Lévesque, autrefois synonyme de pouvoir, devint celui de la résilience et de la justice. Le marteau du juge s'est abattu dans le silence lourd du tribunal, mais le son n'a pas apporté le triomphe. Pour Alain Lévesque, assis au premier rang, il n'y avait ni joie, ni soulagement exubérant, seulement le poids écrasant d'une finalité. La condamnation à perpétuité d'Étienne Martel n'était pas une victoire, mais la fermeture d'un chapitre d'une douleur innommable. 8 années de questions sans réponse, de nuits sans sommeil, de culpabilité rongeuse, venaient de trouver leur conclusion factuelle, mais la blessure, elle, resterait à jamais ouverte. Il regarda le visage défait de l'assassin de son fils, non pas avec haine, mais avec un vide infini. La justice avait été rendue, mais elle ne lui ramènerait jamais le rire d'Adrien, ni l'éclat de fierté dans ses yeux, lorsqu'il avait reçu cette montre maudite et magnifique. La guerre était finie, mais la paix restait une terre étrangère. Lyon, la ville lumière, a dû affronter ses propres ténèbres. Le procès a été bien plus que le jugement d'un homme. Ce fut le procès de tout un système. Le projet Marteau est devenu un symbole national de la corruption politique, qui peut gangrener les plus hautes sphères du pouvoir, même dans une métropole réputée pour son dynamisme et son intégrité. Des têtes sont tombées, des carrières ont été brisées, et une méfiance profonde s'est installée entre les citoyens et leurs élus. La chute de Martel a provoqué un électrochoc, forçant une introspection douloureuse sur les alliances secrètes entre le monde des affaires et la politique. La ville, marquée au fer rouge par cette affaire, a dû apprendre à se reconstruire sur des fondations plus saines, portant la cicatrice du nom Lévesque,
comme un rappel permanent que la prospérité ne doit jamais être bâtie sur le silence et le sang. Et la montre? Cet objet modeste, exhumé de la fange, est devenu une pièce de musée, un artefact de l'histoire criminelle française. Mais pour Alain, elle restait avant tout un symbole intime et ambivalent. Il l'a récupérée après le procès, non pour la porter, mais pour la conserver dans un coffret doublé de velours, à côté de la dernière photo de son fils. N était plus le témoin d'un avenir volé, mais la preuve tangible qu'un amour paternel peut être plus fort que la mort, et plus tenace que le mensonge. Chaque rayure sur son boîtier en acier racontait une partie de cette terrible odyssée. Elle avait cessé de mesurer le temps le jour de la mort d'Adrien, mais elle avait permis à la vérité de le rattraper, prouvant qu'un simple objet peut parfois porter en lui une puissance de justice que des armées d'hommes ne possèdent pas. La fin de ce procès n'était pas une conclusion, mais une ouverture. Le démantèlement du réseau de Martel a révélé d'autres ramifications, d'autres affaires étouffées, d'autres secrets enfouis dans les archives de la ville. Et cela, était que le début de quelque chose de bien plus grand. L'affaire Adrien Lévesque a inspiré une nouvelle génération de journalistes d'investigation et de citoyens vigilants, déterminés à ne plus laisser le pouvoir agir dans l'ombre. C'est grâce à votre soutien que des histoires comme celle-ci peuvent être racontées. Alors, si ce combat pour la vérité vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez, et si vous pensez qu'une vérité, aussi profondément enterrée soit-elle, finit toujours par refaire surface. Le nom d'Adrien Lévesque n'est plus seulement associé à la pitié d'une tragédie, mais au courage d'un jeune homme qui a refusé de se taire face à l'injustice. Sa mémoire a été honorée de la plus belle des manières par son père. La Fondation Adrien Lévesque pour la justice et éthique est rapidement devenue une institution respectée, offrant un soutien juridique et une protection aux lanceurs d'alerte à travers tout le pays. Alain y a consacré le reste de sa vie et de sa fortune, transformant sa douleur personnelle en une force collective. Chaque jeune journaliste, chaque employé intègre, chaque citoyen courageux aidé par la Fondation, est une continuation de la vie d'Adrien, une preuve que ses idéaux n'ont pas été assassinés avec lui ce funeste 14 juillet. Son sacrifice a planté les graines d'un changement qu'il aurait été fier de voir grandir. Les ondes de choc de l'affaire ont redéfini d'autres vies. Le commandant Sophie Lambert, devenue une figure emblématique d'une police intègre et tenace, a gravi les échelons, menant une lutte acharnée contre la corruption au sein même de l'institution. Elle n'a jamais oublié le regard d'Alain Lévesque, ni le visage d'Adrien sur les photos, des rappels constants du poids humain derrière chaque dossier. Hélène, quant à elle, a finalement trouvé la force de quitter Lyon, laissant derrière elle les fantômes d'un amour brisé, et d'une peur paralysante. Elle a voyagé, écrit, et a fini par trouver une forme de paix, portant le souvenir d'Adrien non plus comme un fardeau, mais comme l'inspiration d'une vie vécue avec honnêteté et courage. Chacun, à sa manière, a dû apprendre à vivre avec les conséquences d'une vérité déterrée. 8 années. Un souffle dans l'histoire d'une ville, mais une éternité pour un père attendant des réponses. Le temps, dans cette affaire, a joué un rôle paradoxal. Il a permis aux mensonges de s'installer, aux coupables de prospérer, et aux souvenirs de éroder. Mais il a aussi agi comme un conservateur, préservant la montre dans sa gangue de boue, attendant patiemment le bon moment pour la restituer au monde. Cette histoire nous rappelle que le temps ne guérit pas toutes les blessures. Parfois il ne fait que suspendre le jugement. La justice, lorsqu'elle arrive après une si longue attente, n'a pas le goût sucré de la victoire, mais celui, amer et métallique, d'une dette enfin payée. C'est une paix froide, une cicatrice qui rappelle le prix exorbitant de la vérité dans un monde où le pouvoir cherche constamment à la faire taire. Mais la justice, la vraie, a-t-elle vraiment été rendue? Une sentence, aussi lourde soit-elle, peut-elle réellement compenser une vie fauchée en pleine jeunesse, des promesses anéanties, un avenir transformé en un tas de cendres? La condamnation de Martel a puni le coupable, mais elle n'a pas effacé le crime. Elle laisse une question en suspens, une question qui flotte au-dessus de chaque salle d'audience et de chaque verdict. La justice des hommes est-elle suffisante pour équilibrer la balance du mal? Pour Alain Lévesque, la réponse est claire. La seule véritable justice aurait été que son fils vive. Tout le reste n'est qu'un substitut, une tentative imparfaite de mettre de l'ordre dans un chaos qui, par nature, ne pourra jamais être entièrement réparé. Le système a fonctionné, mais le cœur d'un père, lui, restera à jamais brisé. Au dos de la montre, les mots gravés par un père à son fils résonnent aujourd'hui avec une ironie tragique et une vérité prophétique. Pour Aël, l'avenir t'appartient. Cet avenir, Adrien ne l'a jamais eu. Il lui a été sauvagement arraché dans une ruelle sombre, au son des fanfares et des acclamations. Pourtant, d'une manière détournée et douloureuse, il se l'est approprié.
En refusant de céder à la peur, en choisissant la vérité plutôt que la sécurité, il a sacrifié son propre futur pour en forger un nouveau pour sa ville. Un avenir plus juste, plus transparent. Un avenir où les monstres ne peuvent plus se cacher en pleine lumière. L'avenir n'appartenait pas à l'homme, mais à son héritage. Et cet héritage, gravé dans la mémoire de Lyon, est désormais éternel.